Il y a l'équipe de base internationale, c'est sûr, mais notre volonté, c'était pas de fixer l'objectif sur nous. C'était vraiment de créer partout dans le monde des activités qui feraient une ferveur mondiale vraiment pendant 3 mois. Alors, quand on regarde un peu autour de nous, je pense que ça réussit pas mal, notamment en France. Hein. On a suivi ça aussi, donc voilà. Et dans chaque pays, c'est vraiment une expérience très différente. Et ça complète vraiment un peu ce message de la paix et cette idée que même si on est tous différents, on aspire quand même tous à cette même paix. On a tous notre manière de la concevoir, notre manière de la construire, notre manière de la fêter, mais on a tous en tout cas cet objectif en commun, c'est sûr. Et donc on essaie de créer une conscience mondiale, mais comme je dis de temps en temps à mi-voix, parce qu'il ne faut pas le créer trop fort, cette conscience elle est quand même déjà là dans un peu tous les pays. Donc, on voulait créer aussi un espoir, mais finalement on en reçoit quasiment plus qu'on en donne. Donc voilà, je pense que finalement c'est un défi humain, mais c'est aussi vraiment une histoire d'échange. Les vases communicants. Alors on nous demande souvent comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup. C'est grâce à toute cette énergie qu'on reçoit et grâce à tout le travail qui est réalisé pour nous dans chaque pays, on n'a même pas le temps de penser qu'on est fatigué en fait. Donc, voilà. On est toujours en retard partout. On a un programme qui nous permet même pas de penser à nos proches ou à nous-mêmes, donc ça nous permet aussi de tenir le coup malgré tout. Voilà. Quels ont été les moments les plus forts pour toi? Il n'y a pas eu de moments vraiment plus forts. Il y a eu des moments un peu moins forts, mais il n'y a pas eu de moment qui est vraiment au-dessus des autres. Disons qu'il y a des moments plus symboliques, il y a des moments plus émotionnels, il y a des moments plus importants. Donc par exemple pour moi, le moment le plus symbolique c'était à Chatham Island, à Ricou. C'est l'île la plus à l'est du monde. L'île qui voit le soleil se lever en premier tous les jours. Et donc là-bas vivent une peuplade de Moriori, qui historiquement est une peuplade qui a failli disparaître complètement parce qu'ils ont refusé de se battre contre les Anglais quand les Anglais les ont envahis. Et donc il n'existe plus que des... À force de ne pas parler français, j'en perds mes mots. Il n'y a plus que des personnes mixtes, des métissés, voilà, merci. Et donc ce sont des personnes qui ont vraiment un respect énorme pour tout ce qui les entoure. Ils remercient l'eau, le ciel, la terre, l'herbe. Et ceci avant chaque cérémonie, avant chaque repas, avant de prendre la parole. Donc voilà, au niveau symbolique, c'était un moment très fort. On s'est même dit entre nous, au niveau de l'équipe de base, que c'était vraiment le début non officiel de notre marche. Le moment le plus important, c'était Hiroshima-Nagasaki. Toute l'équipe n'a pas pu y aller, mais moi j'en étais. Et on a notamment entendu une dame qui est une des survivantes de la bombe atomique. Et donc c'était très important de l'écouter, mais c'était aussi très fort émotionnellement. C'était quel jour ça? Les dates À peu près. C'était après le 2 octobre ou avant? Oui, c'était après. Donc on est parti le 25 septembre et on a parcouru toute l'île de la Nouvelle-Zélande et on a démarré à Wellington le 2. Donc c'était après Chatham Island. Et puis de là on a été en Australie, puis on a été aux Philippines. Ensuite on s'est divisé en 2 groupes. Un groupe est parti au Bangladesh, l'autre au Népal. On s'est rejoint en Inde, on s'est redivisé en 4 équipes pour une qui allait à la frontière avec le Pakistan et les autres qui allaient dans différents villages. D'Inde, sans doute? Oui, voilà, tout à fait. Puis de là, on a été tous ensemble en Corée du Sud. Non, c'est bon. Et de là, certains ont été au Japon. Peut-être la moitié de l'équipe.
Et pendant ce temps-là, l'autre équipe parcourait la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était la première fois depuis 56 ans, je pense, que des étrangers arrivaient dans cette zone de l'endroit, un no man's land, hein, comme on dit. Donc ça, c'était aussi un moment très important, surtout pour les populations locales aussi, et pour casser ce tabou qui existe là-bas, qui est exactement le même pour moi que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest en son temps. Donc, un jour, il faudra aller casser ce mur-là aussi. Puis on est parti vers la Russie. Donc là, c'était pas très facile parce que malgré que Montsangher est né là-bas, le mouvement n'est pas très fort, comme dans certaines parties de l'Est. Et donc, il y a encore des vestiges de cette ancienne URSS qui restent vraiment ancrés là-bas. Donc, par exemple, dans tous les centres-villes, il est interdit de parcourir le centre-ville avec n'importe quel symbole revendiquant quoi que ce soit. Donc on peut se promener avec des marques Nike, etc. Mais on ne peut pas se promener avec un symbole de la paix. Donc on a dû retourner nos vestes, enlever tous nos pins. J'ai tenu mon chapeau à la main pour éviter de devoir tout défaire. On est arrivé au niveau de la place rouge et puis là on a quand même décidé de vite défaire toutes les bannières malgré la police qui passait, etc. Puis on a essayé d'aller sur la place rouge mais c'était pas possible parce que Poutine était là. Là on a encore réussi par différents stratagèmes à poser nos symboles par-ci par-là. Donc voilà. De là, on est allé à Saint-Pétersbourg où j'ai perdu mon passeport, je crois que tout le monde le sait. J'ai réussi à récupérer en moins d'une heure, ce qui est, ça m'a laissé sur mon postérieur, on va dire. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe a été en Estonie, juste pour quelques heures. Et je les ai rejoints du côté d'Helsinki. Et donc à partir de là, on a fait la Finlande, la Suède et le Danemark. D'ailleurs, l'organisateur de ces événements est avec nous, Juha. Et donc, il nous a organisé ça à perfection. I say that you organize really well the way in the north of Europe. And what else? In Denmark, the team is splitting in two parts. One part. En français. Il a perdu la langue. Excellent. Ça revient presque automatiquement. Désolé. Donc au Danemark, l'équipe s'est divisée en deux groupes. Un groupe est parti vers Prague, Belgrade et Genève. Pendant qu'un autre groupe est parti vers l'Hollande, où on a été à Amsterdam, à La Haye et je ne sais plus quelle autre ville, désolé. Et donc on est passé aussi en Belgique, donc mon pays, où on a été reçu au niveau du Parlement européen notamment. Puis de là on est parti sur Paris, où ça a été vraiment une très chouette expérience. Et puis de là on est revenu sur Milan. Alors ça correspondait plus ou moins à la fin du voyage au niveau des Balkans. Donc une partie de l'équipe des Balkans est revenue vers Genève, l'autre partie est revenue vers l'Italie. Et quand on était en Italie, donc le team s'est divisé en 4 équipes pour se rejoindre finalement à Attigliano, qui est un centre humaniste assez fameux en Italie. Et donc là, ceux qui avaient été à Berlin au sommet des prix Nobel nous ont rejoints à cet endroit-là. De là, on est parti vers Rome. Et donc là, on a eu aussi de chouettes événements qui se sont passés.
Et nous voilà vers Barcelone. Voilà. Et donc ici, on s'est redivisé en 3-4 équipes de nouveau. Demain, on va à Madrid, puis de là, on va à Malaga. Ensuite, on ira vers le Maroc, où là, on est divisé en 2 équipes. Donc moi, je vais dans l'équipe de Tanger, l'autre, j'ai oublié le nom de la ville. Casablanca et Rabat. Oui, après, on se rejoint de nouveau pour aller à Casablanca et Rabat. Et ensuite, on va vers les îles Canaries, puis la Mauritanie, encore un pays, et puis le Sénégal, pour arriver le 1er décembre aux États-Unis. Et puis de là, tous les pays du continent américain sans exception. Donc, pour arriver à Punta de Vacas où il y aura 80 000 personnes qui nous attendent.